Merci beaucoup François-Marie, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Pierre-Alexandre Royoux, je travaille au Commissariat général au développement durable, donc qui est rattaché au ministère de la Transition écologique, plus précisément au ministère Aménagement du territoire et Transition écologique. Et donc, je suis sur ce sujet de la géo-ingénierie depuis 2 ans, donc ça occupe un tiers de mon temps, puisque je suis aussi sur le sujet énergie et transport. Et donc, je traite de la géo-ingénierie, donc principalement au sein des instances internationales, que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, ma présentation va globalement avoir pour objet de vous présenter le regard qu'on porte au sein du CGDD, au sein du service recherche et innovation auquel j'appartiens. Donc, j'avais envisagé de faire des rappels sur la géo-ingénierie au cas où. Il s'avère que c'est vraiment pas utile puisqu'on a eu des présentations parfaitement complètes sur ces sujets-là. Donc, je vais justement pouvoir accélérer un petit peu et essayer de rattraper le retard, comme je l'avais proposé à François-Marie. Et donc l'idée après est de vous présenter un petit peu comment on traite au sein des services de l'État et notamment au sein du CGDD de ce sujet de la géo-ingénierie, pour vous présenter ce qui a déjà un petit peu été fait aussi par Madame Besson, les instances internationales dans lesquelles on parle de ce sujet-là, et finir par présenter les principes et les positions qu'on peut défendre à ce stade sur ce sujet. Donc quelques rappels, je passe vite dessus, donc on est bien d'accord, et c'est avec ce qui a été proposé ce matin, sur le fait que la géo-ingénierie en tant que telle, on ne peut pas travailler sur la géo-ingénierie. Il faut qu'on se sépare en techniques, en sous-catégories, puisque chacune des techniques a des modes d'action, des niveaux de maturité, des objets très différents, et aussi des risques, et pour certaines, présentent des aléas moraux, on a déjà présenté, je ne reviens pas dessus. Donc déjà, il y a cette séparation entre l'intervention climatique et l'intervention météorologique. On est très peu allé sur l'intervention météorologique dans les présentations précédentes. Donc c'est par exemple le contrôle de la pluie, comme ça peut avoir été fait par le passé ou actuellement par certains États. Et on parle pour la géo-ingénierie principalement d'intervention climatique. Entre les deux, on est quand même sur des notions qui sont poreuses. L'intervention météorologique, à une certaine échelle de temps et d'espace, peut devenir de l'intervention climatique. Et également, certaines techniques comme le blanchissement des nuages marins restent des techniques qui, si elles sont vraiment très peu fréquentes, sont sur des échelles de temps assez courtes et donc peuvent être considérées plutôt comme des modifications de la météo que comme des modifications du climat réellement. Et donc on a le split au sein de l'intervention climatique naturelle entre l'élimination du carbone et la modification du rayonnement solaire, je ne reviens pas dessus. Donc j'avais remis les petites définitions de l'EDC, de la MRS, avec les différentes catégories. Ça a été bien présenté, je ne détaille pas. Je vais revenir juste sur ce que le GIEC porte comme point sur l'EDC. Donc comme ça a été dit, dans la majorité des scénarios qui permettent de maintenir la température en dessous de 2 degrés, température moyenne du globe, à horizon 2100, le GIEC considère des solutions d'EDC. Donc on verra que toutes ces positions du GIEC sont malgré tout fondamentales par rapport aux positions que les États vont porter ensuite dans les instances et qu'elles sont aussi fondamentales dans l'argumentaire qu'on peut déployer au sein de ces instances. Pour certaines de ces techniques d'élimination du carbone, on a quand même un manque de maturité avéré, des risques également avérés, que ce soit pour la biodiversité, pour les usages, il y a des conflits d'usage, que ce soit pour les EDC terrestres ou les EDC marines, donc des risques pour la sécurité alimentaire, pour l'équilibre énergétique, et donc on a, pour les EDC, cette notion de risque qui est à prendre en compte. Et donc, ce que porte le GIEC comme message, c'est que ce qui reste principal pour atteindre le 2 degrés, c'est de décarboner et de réduire les émissions avant de vouloir déployer massivement de l'EDC. Sur la MRS, pareil, j'avais repris les 5 techniques qui vous ont été présentées ce matin, je ne reviens pas dessus. Donc, à nouveau, quelques messages du GIEC qui vont un peu amorcer la position que je vais vous présenter après pour le CGDD. Donc la MRS ne constitue pas la principale réponse, ne peut pas constituer la principale réponse politique au changement climatique. C'est globalement un pansement sur un problème qu'il faut résoudre par ailleurs. Donc, en plus de ça, le fait que ça ne résolve pas le problème, ça présente tout un tas de risques qui vous ont été présentés, avec ces chocs de terminaison dont on vous a parlé, et les risques d'inhomogénéité des effets qui vous ont été également bien présentés ce matin. Donc, bien évidemment, on ne peut pas passer à côté de ce sujet au niveau de l'État, puisque c'est un sujet qui émerge et qui émerge très vite. Donc je vous ai fait une toute petite bibliométrie à partir de Web of Science, vraiment très rapidement. On voit, qu'en tapant simplement le mot-clé géo-ingénierie, le nombre de publications scientifiques sur les 20 dernières années explose rapidement. Donc on ne peut pas passer à côté de ce sujet-là au niveau de l'État. C'est un sujet qui est également fortement porté par certains États.
notamment les USA, qui ont présenté une stratégie pour la géo-ingénierie marine et principalement pour les techniques de captation carbone marine à la fin de l'année 2024. Par le Royaume-Uni, comme on l'a dit tout à l'heure, qui vient de sortir avec son programme ARIA, un programme de financement de 40 millions de livres sur les techniques de modification de rayonnement solaire avec des notions d'expérimentation en plein air. Et on a des États qui sont également actifs de manière plus spécifique. On avait parlé de l'Australie et du blanchissement des nuages marins pour protéger les coraux. Et on a également des États qui ont des intérêts économiques à pousser le sujet pour continuer leurs activités, et c'est ce qu'ils font notamment dans les instances internationales. On a également des acteurs qui sont très actifs et qui sont non étatiques. On a parlé des philanthropes, on a parlé des ONG et des entreprises également qui se multiplient, avec certaines qui ont pu prendre la parole aujourd'hui. Donc tout n'est pas à mettre dans le même panier dans tout ça. Il y a des acteurs qui sont très vertueux, des acteurs qui sont pleins de bonnes intentions. Et le seul point qu'on a avec ça, c'est qu'on ne peut pas passer à côté au niveau de l'État, puisqu'il y a beaucoup de choses qui bougent et qui vont très vite. Et donc c'est pour ça qu'on se mobilise et que plusieurs services de l'administration sont mobilisés sur ce sujet-là. Donc on a bien évidemment les ministères. Donc là, je vous décris un petit peu ces différents ministères qui sont engagés sur le sujet de la géo-ingénierie. Tous ne sont pas engagés à la même hauteur et dans les mêmes sujets. On a également une liste qui n'est pas exhaustive. Il y a des ministères qui vont être concernés, typiquement le ministère des Outre-mer, que je n'ai pas cité ici parce qu'ils ne se sont pas encore réellement saisis du dossier. Mais donc les principaux sont là, ceux qui sont actuellement saisis du dossier. Les ministères aménagement du territoire et transition écologique, puisque c'est là où on traite généralement de climat et de biodiversité. Le ministère des Affaires étrangères, avec qui on travaille sur les négociations climatiques et dans toutes les instances intergouvernementales. On a parlé tout à l'heure des armées dans plusieurs présentations, donc effectivement, le MINARM se saisit de ce sujet-là également. Le MEFSIN, auquel était donc le ministère des Finances et de l'Industrie, puisqu'il y a tout cet écosystème de start-up, d'élimination du carbone notamment, qui est en pleine croissance. Le ministère de la Recherche, puisqu'on reste sur un sujet de recherche quand même. On est quand même pour beaucoup de technologies encore sur des niveaux de TRL assez bas et de maturité assez basse. Et enfin, le ministère de l'Agriculture, on a quand même beaucoup parlé des EDC terrestres, qui passent beaucoup par l'afforestation, par la culture. Donc bien évidemment, le MASA va être concerné par ces décisions à un moment donné. Donc pour entrer un peu plus dans le détail sur comment on fonctionne au sein du ministère de la Transition écologique. Donc on a différentes directions opérationnelles qui se saisissent du dossier. Donc la DGEC, naturellement, c'est la Direction générale sur l'énergie et le climat, qui est notamment responsable des plans nationaux pour l'adaptation et des stratégies nationales pour la décarbonation, comme la SNBC, ou la stratégie pour le développement des CCUS. On a également toutes les autres directions générales opérationnelles qui vont avoir des impacts et des rôles spécifiques sur certaines technologies. La DG AMPA, qui est responsable des affaires maritimes, va être typiquement très concernée par tout ce qui va se passer sur l'océan. La DGALN, qui comprend la direction eau et biodiversité, donc DGALN, c'est aménagement, j'ai perdu l'acronyme, on perd les acronymes parfois. Pardon ? Merci, j'ai perdu l'acronyme. Donc, elle comprend l'ADEB qui va être concernée, donc eau et biodiversité, par toutes les questions de négociation au sein de la protection de la biodiversité, mais également la partie logement qui peut être impactée par ces décisions de géo-ingénierie. Et la DGPR, bien sûr, qui est la direction des risques et de la prévention des risques, qui va donc avoir forcément à un moment un rôle à jouer, puisqu'on a parlé depuis ce matin beaucoup de risques, que ce soit pour les MRS ou pour les EDC. On a la DAEI, qui est la Direction internationale des affaires étrangères, qui est en charge, pour le coup, de tout ce qui est négociation internationale pour le climat et la biodiversité. Donc en fonction des gouvernements, parfois ça change très vite, parfois ça repart au ministère des Affaires étrangères. En ce moment, c'est à la DAEI du ministère de la Transition écologique. Et enfin, on a le Commissariat général au développement durable, on y vient finalement, qui est une direction transverse qui est notamment dotée d'un service qui est dédié à l'innovation et la recherche. Et comme on l'a dit depuis tout à l'heure, on est sur des sujets qui sont relativement peu matures, et donc on est vraiment sur ce créneau innovation-recherche. Et c'est pour ça qu'on s'est saisi au sein de ce ministère de la Transition écologique, particulièrement au sein de notre service, de ce sujet, de la sous-direction, de la géo-ingénierie, pardon. Donc, comme je vous l'ai dit, ce service recherche et innovation du CGDD est un service clé pour aller traiter de ce sujet de la géo-ingénierie. Donc là, je vous rappelle un petit peu les fonctions de notre service pour que vous compreniez un petit peu en quoi ça matche avec le besoin qu'on a sur la géo-ingénierie en France actuellement. Donc le premier point, c'est qu'on est en responsabilité de définir la stratégie scientifique, la stratégie de recherche
pour nos ministères aménagement du territoire et transition écologique. Donc on accompagne toutes les directions générales, alors certaines sont déjà très bien dotées, hein. Par exemple la DGAC est déjà très rodée à l'exercice de direction aviation civile, déjà très rodée sur l'aspect recherche, mais il y a d'autres directions qui ont de réels besoins en termes d'accompagnement sur leur stratégie de recherche, et on est là justement pour les accompagner. On les accompagne dans la rédaction des plans, dans la prise en compte de la recherche au sein de ces plans, et dans la réalisation de leur stratégie via des cartographies, via l'identification de verrous, etc. On participe aussi au niveau national et européen à la programmation de la recherche. Donc on parle parfois d'orientation de la recherche, je préfère parler de programmation de la recherche. Au niveau français, on va travailler sur l'orientation, la programmation des financements, donc via le suivi notamment de tout ce qui va se passer dans France 2030, ou les activités des agences de programme. Donc dans les agences de programme, on a bien sûr l'ANR, mais on a aussi les nouvelles agences de programme comme l'APED, l'Agence pour l'énergie décarbonée, ou sur la géo-ingénierie, celle qui va nous intéresser, c'est la CBSD, donc l'Agence pour la biodiversité et les sociétés durables, qui va justement être en charge d'une expertise sur ce sujet de la géo-ingénierie. Et au niveau européen, on suit également tous les programmes de recherche, principalement Horizon Europe et les partenariats qui lui sont associés. Donc Horizon Europe, qui est le programme de financement de la recherche au niveau européen. On accompagne aussi les organismes de recherche et on anime en fait les communautés de recherche qui vont être touchées par les plans, par les stratégies et par les sujets de nos ministères. Donc pour ça, on a un réseau scientifique et technique, le RST, qui va nous permettre de réunir tous ces experts et notamment de discuter avec eux de programmation de la recherche ou de certains sujets, comme par exemple la géo-ingénierie. Et donc, par cette animation de cette communauté, on fait vraiment le lien, qui est un peu l'essence de notre sous-direction, le lien entre le politique et les communautés de recherche pour essayer à la fois de prendre les décisions les mieux éclairées par la science, qu'elles soient sciences dures ou sciences humaines et sociales. Alors le terme sciences dures, je ne l'aime pas beaucoup, mais jusqu'à ce stade, il est intelligible par tout le monde, donc je continue à l'utiliser. Mais vraiment l'idée de faire le lien entre toutes les communautés de recherche pour aider à la préparation des politiques publiques et, dans l'autre sens, d'envoyer les besoins que peuvent avoir les politiques publiques aux communautés de recherche. Et enfin, dans notre sous-direction, on a également une projection internationale, puisqu'on participe, comme je vous l'ai dit précédemment, à de nombreuses instances de diplomatie scientifique. Donc, en premier lieu, on participe à l'IPBES et au GIEC, le GIEC dont on a le point focal, c'est-à-dire le représentant pour la France au sein de notre service, et l'IPBES dont on a la responsabilité d'une task force dédiée aux lacunes de connaissances. On est également beaucoup investi dans les négociations dont on a parlé précédemment à la Convention et au Protocole de Londres, et en support d'expertise dans les COP, dans les conventions, notamment COP Biodiv, ou dans le G7-G20, je reviendrai un petit peu là-dessus après. Donc justement, sur ces questions d'instances internationales dans lesquelles on intervient pour traiter de la géo-ingénierie. Donc la première, c'est le GIEC, bien évidemment, puisque comme je vous l'ai dit, on a le point focal qui est chez nous et qui donc participe à cette instance intergouvernementale qui compile en fait l'état de la connaissance sur le changement climatique, sur son ampleur, qui permet de travailler sur l'attribution des causes. Donc, je rappelle quand même ce que c'est, même si à mon avis tout le monde connaît à peu près ce que fait le GIEC. Donc, ils produisent des rapports sous des cycles de 5 à 7 ans, 3 rapports, l'un dédié à la compréhension physique, l'autre à l'atténuation au risque et le dernier à l'atténuation, et aussi des méthodologies, notamment des méthodologies sur la capacité de certaines techniques à capter le carbone. On va y revenir dans un instant. Donc comment la géo-ingénierie est-elle traitée au GIEC? Alors je ne sais pas si François-Marie, je suis encore dans les temps ou pas, ou s'il faut que j'accélère, ça va? On est bon. Alors, dans le 6e cycle, on a eu beaucoup de travaux au sein du GIEC pour parler de géo-ingénierie. On en a eu dans les 3 rapports, ça a parlé d'EDC, ça a parlé de MRS. Je vous ai un petit peu présenté les conclusions principales tout à l'heure, et il y en avait également dans le rapport 1.5. Dans le 7e cycle, il va encore une fois être fait mention de la géo-ingénierie. Donc, ce 7e cycle, il était en phase de cadrage, c'est-à-dire qu'on était en train de décider de ce qu'il y allait avoir dans ces fameux rapports et dans les méthodologies. Cette phase de cadrage est passée, mais il y a encore une discussion en cours sur les méthodologies. Ces méthodologies, elles sont cruciales parce que si on décide d'une méthodologie pour quantifier l'efficacité de telle ou telle technique, on peut également, par extension, pousser son développement, accroître l'intérêt pour cette technique-là. Donc il y a des discussions qui sont en cours avec pas mal de dissensus sur les méthodologies actuellement. Donc l'implication de la France dans ce sujet-là, c'est de participer au cadrage, de participer aux relectures, d'accompagner tout le processus
Et donc, pour ça, au CGDD, comme je vous l'ai dit, on suit vraiment tout ça de très près. La deuxième instance, qui est importante à retenir, c'est la Convention protocole de Londres, donc, qui vous a été présentée précédemment, qui réglemente toutes les deux l'immersion des déchets en mer, avec une différence près, c'est que la Convention est non contraignante juridiquement, là où le protocole va avoir un rôle contraignant juridiquement pour les États signataires. Donc, comme l'a dit précédemment Mme Besson, la grosse différence aussi, c'est le nombre de signataires. On est un peu moins d'une centaine pour la Convention, on est plutôt vers une cinquantaine pour le protocole. Donc on n'est pas sur les mêmes objets, mais ils sont assez complémentaires et ils permettent, par leur différence, une latitude d'action assez intéressante. Donc comment cette convention et ce protocole prennent en compte le sujet de la géo-ingénierie? Donc comme ça vous l'a été présenté par des amendements, sur le stockage et le transport de CO2, il y a un amendement qui a été fait en 2009. Donc ça concerne un petit peu le sujet via notamment les DAX, via les BEX, et via le CCUS, même si le CCUS n'est pas forcément à considérer comme géo-ingénierie. Et actuellement, fait remarquable, c'est que cet amendement a été proposé à ratification à l'Assemblée, et pour le moment, l'Assemblée a voté contre la ratification de cet amendement. Donc l'idée de l'amendement était de permettre le stockage et le transport de CO2, et en tout cas de l'encadrer. Donc à date, en France, on n'a pas ratifié cet amendement, qui de toute manière n'est pas suffisamment ratifié pour être en vigueur. Comme on vous l'a présenté précédemment, résolution 2008 qui permet de réglementer, de réguler, c'est un appel à la régulation des activités de fertilisation des océans. La résolution de 2010 qui proposait une méthodologie, un cadrage et une forme de permis pour les activités de recherche légitime associées à la fertilisation. Et enfin, en 2013, cet amendement qui a le même objet que la résolution de 2008, à savoir de réguler et d'interdire surtout les activités de géo-ingénierie marine, modulo les autorisations données pour la fertilisation dans le cadre de recherche légitime. Cet amendement est lui non plus pas en vigueur, comme ça a été précisé, puisqu'il n'est ratifié que par 6 États à ce stade. La différence quand même entre l'amendement de 2013 et la résolution de 2008, c'est l'ouverture du LCLP au-delà de la fertilisation, à toutes les technologies, à toutes les techniques de géo-ingénierie marine. Et donc actuellement, ce qui est en discussion, c'est l'intégration de 4 nouvelles techniques de géo-ingénierie marine, l'alcalinisation, la modification de l'albédo océanique. Alors j'ai laissé le terme anglais parce que je ne trouve pas de terme français beau qui corresponde à l'idée, mais l'ocean sinking of biomass, qui est littéralement l'idée de prendre de la biomasse et de la laisser couler très profondément au fond de l'océan en espérant qu'elle y reste, pour stocker le carbone là-bas, et le blanchissement des nuages marins. Donc ces 4 techniques actuellement sont en débat pour voir si on les intègre ou non à l'amendement de 2013 et comment on les intègre, via quelle définition, etc. Et donc on participe pour le CGD aux côtés du MEAE et de la direction eau et biodiversité du ministère de la Transition écologique à ces discussions et à ces débats, en participant notamment à des groupes techniques, juridiques, scientifiques et à des groupes justement qui visent à ratifier plus massivement ces amendements pour qu'ils passent en vigueur. Ensuite, dernière instance que je vais présenter de manière un peu extensive, qui est importante puisque c'est la seule qui a essayé de traiter du sujet de la modification du rayonnement solaire en propre. C'est l'ANUE, l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, et le programme qui est associé, le PNUE. Donc l'ANUE, c'est une instance dans laquelle on va travailler sur des projets d'accords multilatéraux pour l'environnement, et le PNUE, ça va être une instance qui va coordonner les actions des Nations Unies, qui va appuyer les États dans justement le suivi ou la réflexion sur ces accords multilatéraux. Et donc il y a eu l'objet d'une résolution qui a été proposée à 2 reprises par la Suisse, la résolution sur la MRS, en 2019-2020 durant l'ANUE 4, puis plus récemment en 2024 à l'ANUE 6. Le projet initial de cette résolution, c'était de mandater justement le PNU pour faire un rapport d'expertise sur les MRS qui devait être disponible en 2026 à l'ANUE 7 pour discussion auprès des États membres de l'ANUE, qui a finalement évolué en un simple dépôt de connaissances et qui a finalement été avorté parce qu'il n'y avait justement pas d'accord trouvé entre les États qui étaient vraiment pour un déploiement de ces techniques et pour un développement rapide de ces techniques et les États qui étaient beaucoup plus protecteurs. Et donc la France s'est impliquée au niveau, cette fois-ci, en coordination avec les Européens dans ces négociations. Et nous, côté CGDD, on était là pour apporter le support technique qui était notamment permis par l'appui de scientifiques qu'on avait à disposition et que je remercie à nouveau
pour leur contribution qui nous a permis finalement de consolider nos positions pour cette ANUE. Et donc finalement les conventions, donc à commencer par la COP Biodiv, comme ça a été présenté tout à l'heure, plus en détail, moi je le présente beaucoup plus rapidement, la COP Biodiv a pris des positions à plusieurs reprises en mettant en avant le besoin de précaution dans les actions liées à la géo-ingénierie et en appelant à vraiment beaucoup de vigilance sur le développement de ces techniques. La COP Climat, on voit qu'il y a une montée en puissance de ces sujets, notamment sur le prisme EDC, avec beaucoup de side events qui lui sont dédiés. Et la COP Désertification, on s'attend à ce qu'à un moment, on finisse par y parler de MRS, et donc pour ça, on va rester vigilant à ce qui se passe dedans. Et donc pour finir, je vais vous présenter les principes fondamentaux qui guident notre réflexion et qui guident les positions qu'on va prendre dans ces instances, côté CGDD. Donc le premier principe, c'est de rester avec comme unique boussole l'idée de respecter l'accord de Paris et donc d'atteindre à la fin du siècle seulement une température excédentaire de 2 degrés par rapport à la température globale à l'ère pré-industrielle. On reste sur cet objectif comme base de nos positions. Et donc l'idée qui va avec ça, c'est de se focaliser sur la décarbonation, sur l'adaptation, la préparation des territoires à une augmentation de la température qui va être nécessairement inhomogène à la surface du globe, et à augmenter également la disponibilité, ou à protéger en tout cas les puits carbone qui existent sur le territoire. Donc la conséquence pour notre positionnement sur la géo-ingénierie, c'est qu'on soutient globalement le développement des EDC, mais pas de toutes, de celles qui vont permettre de réunir 3 critères, être efficaces, pouvoir être, alors scalable en anglais, je n'ai pas le terme français qui correspond, mais cette idée de monter en échelle. Vous dites? Non? Ouais, c'est le passage à l'échelle, je n'ai pas l'adjectif qui correspond à scalable. Massifiable, ouais, c'est moins beau. Donc scalable, on restera sur de l'anglais pour l'instant, jusqu'à ce que le français soit plus acceptable. Et surtout qui ne présente pas de risque, ou en tout cas pour lequel on a vraiment fait des études sérieuses sur le risque auquel un déploiement massif peut être associé. L'autre boussole, c'est le respect des traités internationaux. Donc en première intention, le principe de précaution qui avait été déterminé à Rio. Ce principe de précaution s'accompagne de tous les traités internationaux et notamment du traité de Montego Bay en matière du droit de la mer. Et ça a pour conséquence de ne pas... Et le troisième point, c'est qu'on ne soutient pas les initiatives et les technologies qui vont desservir les objectifs de l'accord de Paris précédemment présentés. Et donc on évite cette aléa morale. Et donc à partir de là, à partir de ces axes-là, on a une conséquence sur notre positionnement sur la géo-ingénierie, c'est qu'on s'oppose aux techniques risquées, non maîtrisées, avec des impacts transfrontaliers évidents. Et ça implique la plupart des MRS, pour ne pas dire toutes, et certaines EDC, notamment les EDC marines, dont la fertilisation, l'alcalinisation et toutes celles qui vont nécessiter des déploiements massifs avec des impacts nécessairement transfrontaliers. Donc on s'oppose à leur déploiement, on s'oppose à la recherche sans cadre, mais par contre on soutient toujours la recherche théorique et notamment la recherche qui va nous permettre de monitorer, de gouverner, donc la recherche sur la gouvernance, et la recherche, j'ai mis société, je voulais mettre SHS à la base, mais je ne savais pas trop comment ça pouvait être perçu, donc j'ai mis société, mais vraiment la recherche en SHS est importante, que ce soit sur la partie juridique ou sur la partie de l'appropriation, de la participation des communautés à la perception de ces techniques. Et donc voilà ce qu'on peut porter à ce stade comme position et ce qui définit un petit peu la façon dont on appréhende le sujet dans les instances internationales. Donc cette position, et pour conclure, je suis encore dans le temps ? Allez. Donc pour conclure, pour vous expliquer un peu comment on construit cette position, donc on la construit tout d'abord en lien avec les chercheurs. Et quand je parle des chercheurs, je ne parle pas que des scientifiques, je trouve que le terme scientifique est un peu particulier. Je parle vraiment des chercheurs au sens large, qu'ils soient de sciences techniques ou de sciences humaines et sociales. Donc on consulte tous ces chercheurs, typiquement on va commencer les consultations des chercheurs juridiques dans les semaines qui arrivent, parce que justement on a besoin dans le travail qu'on a à mener, que ce soit au protocole de Londres ou dans les autres instances comme la CBD, d'appui juridique pour comprendre comment on peut réglementer ces techniques. On s'appuie également sur les agences de programme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la sollicitation de l'agence CBSD sur ce sujet de la géo-ingénierie.
qui a été faite par l'État. Et on utilise également les financements qui sont à disposition pour financer la recherche qui nous semble pertinente pour prévenir les risques, pour pouvoir détecter les activités liées à ce sujet, etc. En interministériel, on consolide nos positions, bien évidemment, au contact de nos collègues des autres ministères pour avoir vraiment un point de vue global, puisque chaque ministère a vraiment une sensibilité, un point de vue particulier. Et enfin, on travaille en collaboration avec les États, les ONG, et il va falloir qu'on s'ouvre aussi aux startups et aux entreprises, qui pour l'instant ne sont pas encore dans notre scope, parce qu'on a commencé vraiment sur l'expertise juridique et étatique, et scientifique, pardon. Et donc, il va falloir qu'on commence aussi à explorer cet écosystème de start-up. On a en France cet écosystème qui, notamment au niveau de l'EDC, s'organise avec l'AFEN, qui est l'agence française, agence ou association, je ne sais plus, française pour les émissions négatives. Et donc voilà, c'est avec des acteurs qu'il va falloir consulter. Voilà pour ma présentation. Merci pour votre attention.